Bonjour Eva Joly. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la candidate d'Europe Écologie Les Verts et vous avez choisi comme thème à traiter dans cette émission la vie chère. Alors avant de rejoindre notre station d'outre-mer et nos journalistes là-bas qui ont des questions à vous poser, justement, première question sur la vie chère. Comment est-ce que vous verriez, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour enrayer cette spirale infernale qui se déroule outre-mer et dont on voit qu'à chaque fois, ça donne lieu à des tensions sociales? Je vis lors de mes déplacements pendant cette campagne à La Réunion et à Mayotte, vraiment la vie chère. Et ça se traduit surtout sur les livres, sur même les journaux, sur la nourriture. Et c'est insupportable pour les habitants. Et cela est lié au monopole. Le fait que dans les territoires d'outre-mer, l'import est entre les mains des monopoles. Donc moi, ce que je propose, c'est une plus grande transparence, c'est une table ronde entre les organisations de consommateurs et les importateurs, les grands, la grande distribution pour mettre sur la table les contraintes des uns et des autres et faire la transparence et à travers cela lutter contre la vie chère. Parce que je pense qu'il y a des abus et qu'il faut les mettre à jour. Pas de mesures coercitives? Qu'est-ce que vous entendez par mesures coercitives? Je sais pas, encadrer les prix, sanctions, voilà. des amendes. Oui, mais bon, d'abord la transparence. Non, d'abord la transparence, il faut savoir. Et ensuite, on peut parfaitement encadrer les prix. Vous ne pensez pas que si vous voulez la faire, la transparence, il l'aurait déjà fait? Si on voulait la faire, mais je pense qu'on ne veut pas la faire. Et je pense mais que c'est la première des choses. Qui ne veut pas la faire? Et c'est pareil à Métropole. Il y a un abus des distributeurs et de la grande distribution qui accapare les marges et les producteurs sont lésés. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre en évidence les marges. Qui ont? C'est vrai, Jean-Marc vous pose la question. Parce que vous dites on, mais on c'est indéfini, on ne voit pas très bien. Alors évidemment, chacun imagine qui il veut, mais vous visez qui? Ça dépend qui est au pouvoir. Donc là, clairement, vous visez le pouvoir politique actuel. Je dis clairement que lorsque nous serons au pouvoir, donc après le 6 mai, c'est une des mesures que je préconiserai, c'est la transparence sur ces prix et mettre en évidence les abus des monopoles et agir ensuite sur ces abus en permettant aux habitants de s'organiser autrement. Alors, Eva Joly, là, après la vie chère, on va rejoindre Claire Arosamena, qui est journaliste à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a une question bien précise sur la pêche à vous poser. Bonjour, depuis 20 ans, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon subit un moratoire sur la morue. Or, selon certaines études canadiennes, les stocks de poissons se renouvellent très lentement, en grande partie à cause de la protection des phoques. La relance économique de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ne mériterait-elle pas quelques concessions à la protection des espèces? Alors, quelques concessions à un impératif écologique contre des contraintes économiques? Je ne le pense pas. Je pense que la question de la pêche est une question très importante de préservation des ressources et qu'il y a un accord en réalité, il devrait y avoir un accord entre les pêcheurs et les écologistes pour se mettre d'accord sur la meilleure façon de protéger la ressource. Ailleurs, on a su reconstituer le stock. Par exemple, dans les pays nordiques, on l'a fait en Nouvelle-Zélande. Et en Europe, avec la pêche européenne, on n'arrive pas à le faire, on surexploite les ressources. Cela dit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, excusez-moi, Eva Joly, oui. Là, on a... c'est un secteur qui fait vivre, qui faisait vivre l'île. C'est pas comme les pays nordiques qui ont la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon, non, mais la pêche est très importante, évidemment. Elle est primordiale. Mais il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de ressources. Donc nous devons faire confiance aux scientifiques pour dire quelle est la part que nous pouvons prélever. Et on ne peut pas se fier à des impressions sur cela. C'est une question scientifique. Et on ne peut pas céder, et c'est bien ce que nous faisons
trop souvent, nous cédons à des intérêts économiques. L'Union européenne, qui a une politique de pêche désastreuse, qui n'arrive pas à préserver les ressources, c'est entre autres parce que nous cédons à la pression des pêcheurs espagnols, italiens et français. Eva Joly, on comprend bien votre point de vue, mais là, notre consoeur, elle vous dit, mais alors, on fait quoi? Comment on substitue, puisque vous dites on ne cède pas, on continue à appliquer les quotas. D'accord, mais pour les pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous leur proposez quoi pour vivre? En attendant, les phoques mangent la morue. Bon, donc tout cela est étudié. On connaît les prélèvements faits par la pêche et les prélèvements faits par les phoques. Donc encore une fois, là, il faut faire confiance aux scientifiques et il faut s'occuper des pêcheurs. Il faut trouver d'autres ressources pour eux, donc les aider pour que leur standard de vie ne baisse pas. Et c'est ça qu'on a su faire dans d'autres pays. On a su associer complètement les pêcheurs à la gestion de la ressource et on les rémunère, par exemple, pour faire des prélèvements, pour mesurer la taille des poissons, pour jouer un rôle scientifique. Eva Joly, une dernière question sur ce thème de Et donc ça doit être l'objectif, Théâtre. c'est-à-dire ne pas diminuer les ressources des pêcheurs, c'est un objectif. Mais on ne peut pas l'atteindre toujours en autorisant des prélèvements excessifs sur la ressource. Concilier l'impératif économique et l'impératif écologique. On va élargir et donc, un peu. C'est ce qui propose, par exemple, dans les pays nordiques, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on fait. On a bien compris. Voilà. Vous voulez favoriser une économie tournée vers les marchés et les pays proches. Alors, que voulez-vous qu'on leur vende? Tout est moins cher chez eux. C'est donc développer aussi l'autosuffisance alimentaire, c'est de développer son propre énergie, c'est d'avoir un développement durable et de négocier et de commercer dans la région et pas tout baser sur l'import. C'est une révolution. La question de Laurence est précise. Vous dites dans votre programme, il faut vendre aux pays proches des différents lieux de l'outre-mer. Sauf que tout est moins cher dans les pays proches. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur vende? Chez nous, il y a le problème du coût du travail qui est beaucoup plus élevé. Il y a un problème de compétitivité. Donc, qu'est-ce qu'on leur vend? Puisque de toute façon, ce qu'on va leur vendre, ça va être moins cher chez eux. Et donc, en plus, on produit les mêmes choses. Alors, c'est un principe. Hein. C'est donc de développer l'autosuffisance, importer moins et créer des produits qu'on peut vendre. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire dans chacune des régions pour vendre, mais c'est un principe pour sortir d'un système assez néocolonial. C'est de développer son propre économie, son propre indépendance et commercer mais sur le dans principe, les pays. Je crois qu'Eva Joly, sur le principe, personne ne va discuter le fait qu'il faut que ces terres d'outre-mer vivent correctement. Ce qu'on vous demande un peu, c'est comment? Oui, et donc c'est d'augmenter les productions les productions locales. Et... Alors, justement, à propos de production locale, Eva Joly, on va écouter notre confrère Joseph Naudin, qui est à la Martinique, et qui va parler d'une production locale qui pose quelques problèmes. Ouais. Eva Joly, bonsoir. La Martinique subit toujours les conséquences du chlordécone. C'est ce pesticide utilisé dans les années 80 par les agriculteurs pour faire face aux parasites dans la banane. Or aujourd'hui, ce pesticide pollue durablement les terres de Martinique. Les agriculteurs, ne serait-ce qu'eux, ont pourtant besoin de terres saines pour vivre décemment de leur métier. Concrètement, que proposez-vous pour faire face à cette situation? Voilà. En gros, Joseph Naudin vous dit, le mal est fait, comment on le répare maintenant? Oui. Donc d'abord, une première constatation, c'est qu'on n'applique pas les mêmes règles dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole. Alors que la chlordécone était interdit en métropole. C'était même interdit par l'Union européenne, je crois. Était interdit aux États-Unis, était interdit partout. On a laissé cet insecticide être utilisé en Martinique et en Guadeloupe. Et donc ça, c'est le premier scandale. Et cela doit être réparé, de même que nous devons mettre en œuvre aujourd'hui la même réglementation dans les territoires d'outre-mer que... Ça y est, oui, mais simplement pour le chlordécone, mais pour toute matière. Vous parlez des épandages aériens qui sont... Ce n'est pas avoir deux poids, deux mesures. Et je pense, par exemple, qu'on ne tolérerait pas, je ne sais pas moi, dans Languedoc-Roussillon, l'orpaillage, comme on le voit en Guyane. Oui, alors, que fait-on de ces terres et de la mer qui est polluée? Mais ça, il y a déjà le droit
pour moi, à un dédommagement pour tous ceux qui ont subi un préjudice. Et le dédommagement doit être demandé d'abord aux producteurs, aux responsables, et ensuite à la compagnie qui a vendu le chlordécone. Et donc, obtenir réparation pour les préjudices subis et les préjudices futurs, qui sont des préjudices certains. Vous proposez, vous l'avez dit tout à l'heure, donc une agriculture permettant la souveraineté alimentaire et production de qualité. Progressif, oui. Oui. Alors, comment faire pour assurer l'autosuffisance alimentaire? Parce qu'on n'a pas les terres, l'espace suffisant. Outre-mer, les îles sont avec Donc, un espace très limité. Hein. On va vous prendre un exemple. Voilà. 900 000 habitants à La Réunion, voilà. bientôt 1 million, Ouais. et 30 000 hectares, soit 17% du territoire en terre cultivable. On ne va pas nourrir 1 million d'hommes et de femmes réunionnaises avec ça. On peut améliorer la production locale avec une agriculture de proximité. On peut augmenter la général, production. pour améliorer le rendement, il faut de l'agriculture intensive. Ce n'est pas tellement le point de vue d'Europe Écologie. Non, ce n'est pas vrai. C'est justement l'agriculture intensive qui donne les pollutions par les pesticides et par les intrants. Oui, et donc revenir à une agriculture... Il faut nourrir les gens. Il faut bien les nourrir. Et si on veut les nourrir, il faut qu'il y ait du rendement. Mais non, le rendement n'est pas lié uniquement à l'agriculture intensive. Ça, c'est une illusion. Alors, vous proposez quoi? Mais je propose une agriculture de proximité, une agriculture paysanne, respectueuse des personnes et de l'environnement. Comment vous arbitrez entre l'agriculture de proximité, l'urbanisme, ce qu'il faut loger les gens, les énergies renouvelables, le photovoltaïque? Vous arbitrez comment? Parce qu'on a des îles, sauf en Guyane. C'est donc des arbitrages. Et c'est donc, premièrement, c'est de mettre fin à une urbanisation galopante, c'est de se concentrer sur la ville, c'est de ne pas sacrifier les terres arables pour l'habitat, c'est de concentrer l'habitation et les habitats dans les zones déjà urbanisées. Donc mettre fin à la construction de grands parkings, à l'implantation de supermarchés qui prennent de la place dans l'espace qui est rare, c'est de considérer que la terre arable est précieuse. Et ça veut dire qu'on n'installe pas les panneaux photovoltaïques sur la terre arable, mais sur les toitures existantes, sur les toitures et sur des endroits où cela ne consomme pas la terre arable. C'est donc une préoccupation constante. Je suis obligé de vous couper parce qu'il nous reste très peu de temps. On a une dernière question avec Laurence à vous poser sur un plan plus politique. Vous parlez dans votre programme d'un fédéralisme différencié pour les Outre-mer. On s'est demandé avec Laurence, c'est pour ne pas prononcer le mot indépendance? Ah mais non, pas du tout. Le fédéralisme différencié s'applique aussi à la Corse, à la Savoie, à l'Alsace. C'est la reconnaissance de la langue, donc de la langue créole par exemple, de la culture, et c'est de pouvoir s'organiser à l'intérieur de la région le mieux possible. Donc, reconnaissance des spécificités. Comme les Landers en Allemagne. C'est la fin de Politique Première. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. Quant à nous, Laurence, on se retrouve dans très peu de temps pour continuer l'aventure.